Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Pour lutter contre les chaleurs caniculaires, il existe une technique qui a fait ses preuves, notamment dans les îles grecques. Repeindre les toits des maisons en blanc. Cette technique, c'est aussi une alternative écologique et durable à la clim. Cette technique, c'est celle d'Enercool, créée par le Nantais d'adoption Maxime Claval. De son parcours d'ingénieur en bâtiment à ses débuts dans l'entrepreneuriat, Maxime en a la conviction, les solutions durables peuvent transformer notre manière de vivre. En 2020, il investit 1 000 € pour créer sa start-up. En 2021, Maxime rencontre ses 2 associés, Adeline Constant et François Randé. En 2023, ils font presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires. La fusée nantaise Enercool est lancée. Alors dans cet épisode, Maxime nous partage sa prise de conscience en tant que père face à l'urgence écologique, les débuts galères d'Enercool, le succès qu'on leur connaît aujourd'hui, comment des événements comme la guerre en Ukraine et les récentes canicules ont impacté son business, sa vision de l'écosystème entrepreneurial nantais et ses conseils pour se lancer, comment il a pivoté et changé le nom de sa start-up après un rendez-vous avec un représentant de l'INPI, et les coulisses de l'émission à succès Qui veut être mon associé auquel il participe cette année. Bref, un épisode intéressant et riche à l'image de cet entrepreneur audacieux. Hello Maxime. Salut. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Rayonnante. Alors ensemble, on va parler d'Enercool, que tu as cofondé il y a un peu plus de 3 ans maintenant avec tes 2 associés, Adeline Constant et François Randé. Ouais, c'est ça. Okay. Avant de parler d'Enercool, écoute, je voulais qu'on s'intéresse à toi Maxime. Je sais que tu n'es pas nantais. Non. Tu viens de Metz et donc je voulais que tu nous racontes quand et comment tu es venu t'installer ici. Ouais, longue histoire, on va essayer de la faire courte, mais je suis originaire de Metz. J'aime bien le répéter parce que personne ne va là-bas et pourtant c'est une très belle ville et c'est très chouette. Donc j'aime bien ça, effectivement, un peu les racines. Donc Metz jusqu'à mes 18 ans, quelques années à Nancy, mais globalement Metz-Nancy, pour des Nantais, c'est pareil, c'est tout là-bas dans l'Est et personne n'y connaît rien. Et en fait, il y a 2 sujets. Il y a un sujet où je rencontre ma compagne actuelle du côté de Reims, donc pas très loin de Metz et Nancy. Moi, je suis à une période où je suis en faculté de physique et de maths, tu vois, et ça avance pas trop. Enfin, je m'approche du bac+5 et je me dis, mais j'ai pas envie de sortir de la fac, j'ai envie de faire une école d'ingénieur. Ma compagne, elle est en études de médecine, elle peut rentrer en internat, et quand tu peux rentrer en internat, tu peux choisir la ville de ton choix en France en fonction de ton classement. Et donc, on se retrouve globalement à se dire, on a le choix dans la ville qu'on veut en France. Et il y a l'attrait de l'océan, en fait, très bête, tu vois, quand tu habites à Metz, l'océan, tu le vois une fois par an l'été. Et j'ai déjà mes 2 sœurs qui sont à l'île de Ré et à Saint-Nazaire. Donc il y a tu vois, ce mouvement vers l'ouest qui s'est déjà mis en place. Et donc assez facilement, tu dis, bon, Rennes, Nantes, Bordeaux, et on choisit Nantes presque par hasard, globalement. On n'était jamais allé à Nantes, on dit, bon, on va aller à Nantes. Et Nantes, ça nous parlait bien, on a des copains qui nous parlaient de Nantes, qui disaient qu'ils avaient passé quelques semaines à Nantes, et qui disaient que c'était vraiment très chouette. Donc, mais vraiment, ça a été, allez, on y va, on va voir. Et puis, tu sais, on avait 21, 22 ans. Tu as le temps de changer, tu vois. Si ça va pas, tu te dis, OK, on change. Et puis, en fait, ma compagne est prise à l'internat de Nantes. Moi, je suis pris dans une école d'ingénieur à Saint-Nazaire en alternance. Et j'ai une entreprise qui me prend à Nantes. Et donc, tu vois, tout se fait de façon très fluide, en fait, assez rapidement, quoi. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as 36 ans. C'est ça, ouais. Tu disais que tu étais ingénieur en bâtiment de formation. Ouais, c'est ça. Et Enercool, c'est pas ta première expérience entrepreneuriale? J'avais monté une boîte, je crois, en 2016, 2017, un truc comme ça, qui s'appelait Green Price, une boîte qui était... en gros, c'est des achats groupés écologiques. L'idée, c'est de se dire, on se rassemble à plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, et on fait baisser le prix de solutions écologiques. En gros, l'idée, c'était de dire, on est tous d'accord pour faire des efforts écolos, mais on ne les fait pas, parce que souvent, c'est un peu plus cher. Donc l'idée, c'était de faire ça. La boîte a duré environ 9 mois, c'était vraiment pas long. Et en fait, j'étais seul sur le projet et je m'ennuyais. Tu vois, le boulot, c'était globalement de faire de la pub sur Facebook, que des gens s'inscrivent sur ta page web. Et ensuite, tu négocies des offres avec des partenaires, mais ça, c'était assez facile, entre guillemets. Et il n'y avait que ça. Tu vois, j'avais pas la vision long terme du sujet. Et donc, assez rapidement, au bout de 9 mois, je dis, bon, vas-y, j'arrête. Et puis, l'autre expérience que j'ai eue, micro-expérience avant ça même, c'était un startup week-end. Tu vois, mais le tout début, c'était ça, c'était rigolo. C'était de dire, ah tiens, on fait un startup week-end qu'on avait remporté, mais je sais plus c'était en quelle année, 2013, 2014, comme ça. Donc ça, c'était marrant parce qu'en fait, tu es un peu dans l'énergie, tu vois, de ce truc-là. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas les startup week-ends, c'est des week-ends dans lesquels des startups se rencontrent, échangent. Et l'idée, c'est quoi? C'est de ressortir avec un projet. En fait, tu rencontres plein de gens
je sais pas, il y a des centaines de personnes, et puis il y a des gens qui pitchent des idées, qui disent moi j'ai une idée, j'aimerais bien faire ça, l'autre qui dit moi j'aimerais bien faire ça. Puis les gens qui n'ont pas d'idée rejoignent en fait des équipes, et donc tu crées une équipe en un week-end, et pendant un week-end, tu crées un espèce de début de boîte. Tu vois, tu te dis ok, bah il y a des designers, il y a des développeurs et tout ça, et donc tu crées un début de quelque chose, et puis à la fin du week-end, tu pitches devant des entrepreneurs, devant des banquiers, et ainsi de suite, et puis il y a un vote qui se fait, et puis globalement, bon, ça reste un truc sur un week-end, donc ça vaut pas grand-chose. Et il y en a une j'étais pas fondateur de la boîte, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu presque comme un fondateur en bossant chez Kivivo, qui est une start-up nantaise où on faisait un thermostat connecté, où j'étais un des premiers salariés. Et dans l'engagement que j'ai eu la sensation que je le faisais presque comme si c'était ma boîte, tu vois. Et ça, c'était très cool. Et je l'ai fait comme si c'était ma boîte, sans les contraintes que c'était ma boîte, dans le sens où j'avais un salaire tous les mois et tu vois, et t'as pas le stress quotidien de dire faut faire du chiffre, ainsi de suite. Tu avais la sécurité du salarié. Ouais, exactement. Mais ça, c'était ma première expérience, on va dire, hors boîte classique, tu vois. Et ça m'a permis de voir que c'était possible. Il y avait un peu ce sujet de dire, c'est possible de monter une boîte. Adrien, qui était le fondateur, très fort, tu vois. Et en même temps, tu sais, ouais, mais la sensation que je peux le faire, tu vois. Donc, t'as cette première idée qui vient un peu en tête de dire, bon, peut-être qu'un jour, je pourrais le faire. Et toujours, du coup, autour de l'écologie, autour de l'environnement, quoi. Ouais, beaucoup. En fait, ça t'anime depuis longtemps, ces sujets-là ? Ouais, en fait, j'ai eu la chance de tomber dedans en 2010. En fait, quand je rentre en alternance, donc en école d'ingénieur, je suis pris en alternance dans une boîte nantaise qui s'appelle Alterea. À l'époque, on était 15-20. Je crois que j'étais le 15e à rentrer. Maintenant, c'est une boîte qui a 500 personnes. Et le métier, c'était de faire des audits énergétiques. Donc, globalement, tu rentres dans un bâtiment, tu regardes les fenêtres, tu regardes l'éclairage, tu regardes le chauffage, ainsi de suite. Et tu dis, bon, bah voilà les économies qui sont à faire. Et donc, un peu par hasard, entre guillemets, je suis tombé dedans parce que globalement, quand tu cherches une alternance, tu prends à peu près ce qu'on te propose. Tu vas pas chercher à dire ah non, ça je prends pas. Tu vois, c'est un peu la guerre. Donc je tombe là-dedans, très content. Et donc tout de suite, ça t'ouvre en fait à ces métiers de l'énergie et très vite de l'environnement et ce genre de choses. Et en fait, au sein de la boîte, donc moi je fais 2 ans d'alternance, 2 ans de CDI. Et donc à peu près au milieu, il y avait une partie bilan carbone qui s'ouvrait dans la boîte. On m'a proposé, tu vois, d'en faire aussi. Et donc, j'étais consultant bilan carbone en 2010-2011, tu vois, à une époque où personne ne parlait de ça. Et ça, c'était très cool aussi, parce que du coup, ça t'ouvre vraiment à toute la partie baisse des émissions de CO2, et ainsi de suite. Donc ça, c'était très, très chouette. Et une fois que tu rentres dedans, je crois que tu peux plus vraiment en sortir. Enfin, il y a un truc de... Waouh. Tu vois, quand le problème est tellement immense. Après, tu vois, j'ai eu des enfants. Bon, bah, les enfants, ça te fout... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a mis une claque derrière la tête, tu vois, assez immense. De dire, OK, maintenant, j'ai des enfants, j'ai de la responsabilité. Pour faire des choses, tu vois. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc, une phrase que je répète très souvent, qui est mon premier, tu vois, Raphaël, il est né en 2016. Et donc tout de suite, je me suis dit, ok, si tout va bien dans sa vie, il va vivre jusqu'en 2100, tu vois. Et je me suis dit, ouais, mais 2100, c'est tellement loin, tu vois. Quand on parle de climat et ainsi de suite, on parle souvent de 2050, tu vois. Et je dis, ouais, lui là, le petit bébé que là j'ai entre les bras, il pourrait vivre jusqu'en 2100, tu vois. Et je dis, il faut faire des choses, tu vois. Donc une fois que tu as ça dans la tête, c'est très difficile d'en sortir, de penser à autre chose, quoi. Donc il y a eu aussi des lectures, justement des films, ouais. Tu vois, des témoignages qui t'ont éveillé justement sur ces sujets-là. Le premier, maintenant, c'est devenu une star, mais pareil, moi je me rappelle avoir acheté un de ses premiers bouquins en 2010, je crois. C'est Jean Covici, forcément, qui lui aussi, il avait un blog dans les années 2010 aussi qui était incroyable, qui s'appelait Manicor, qui était complètement fou. Et donc déjà, tu vois, première lecture comme ça. Pablo Servigne. Alors lui, énorme claque, mais faut faire très attention quand tu le lis. Moi, 2016, c'est le moment où je monte Green Price, les achats groupés. Donc je monte la boîte, mais en même temps, je suis tu vois, au chômage et t'as un peu de temps. Tu lis ce gars-là, tu regardes des vidéos, ainsi de suite. Je me demande si j'ai pas fait une mini-déprime, tu vois, pendant quelques semaines, tu vois. Parce que tu lis le truc et tu dis, mais tout va s'effondrer et c'est fini, tu vois. Restons chez nous et on arrête de le faire, tu vois. Donc ça fait mal. Et en même temps, le constat, c'est carré, quoi. Tu vois les trucs, tu dis ah ouais, putain, bon, ok. Et après, il y a un mec que j'aime beaucoup depuis 1 an ou 2, qui s'appelle François Gémen, un mec qui est rapporteur du GIEC, un Belge qui est très très bon, vraiment très facile à comprendre et très positif, tu vois. Ça change de Pablo Servigne qui est un peu rude. Et là, c'est un mec qui dit non, mais en fait, il faut pousser des solutions et quoi qu'on fasse, ça fait du bien. Enfin, tu vois, les solutions qui existent, ça fait du bien. Et donc, ça me met aussi de l'énergie, tu vois. Donc, ça fait du bien. Et puis forcément, toujours des gars comme Jean Covici. Après, il y a plein de monde. Aujourd'hui, on est dans un monde où tu as une source d'information avec Twitter, avec LinkedIn, ainsi de suite, où en fait, tu peux piocher pas mal d'infos à droite à gauche. Donc voilà, tous ces gens-là sont assez inspirants. Ce qui est difficile, c'est toujours de voir le
vrai du faux, et tu vois, de bien de comprendre. Faire le tri dans les infos c'est ça. Et puis de pas tomber dans cette espèce de déprime dont tu parlais, quoi. Très dur. De rester optimiste. Exactement. Ouais. Et justement, ce que vous faites avec Enercool, ça fait une bonne transition. C'est ce qu'on essaye de faire. Parce que donc Enercool, vous recouvrez les toits des bâtiments d'une peinture blanche spéciale. Alors, pas que blanche d'ailleurs maintenant. Oui. Raconte-nous comment est-ce que ça fonctionne. Ouais. Le fonctionnement, je crois que tout le monde comprend. Quand tu as des habits blancs, quand tu mets de la peinture blanche, le blanc globalement renvoie la chaleur, alors que le noir la capte. Et donc le principe, il est aussi simple que ça. Alors après, les peintures sont un peu techniques, c'est pas des simples peintures blanches, mais globalement, on a des matières premières qui ont des capacités à renvoyer un maximum la chaleur. Précisément, c'est les infrarouges en fait qui font la chaleur. Et donc on a développé des peintures qu'on met en toiture principalement et qui en fait renvoient la chaleur et évitent à la chaleur de rentrer dans les bâtiments et donc de consommer de la clim ou d'acheter des clims, ça arrive aussi. Donc globalement, c'est ce qu'on fait. Et tu l'as dit, effectivement, on a les peintures blanches c'est 95% de nos ventes. Et puis là, on a développé des peintures colorées parce qu'on a aussi beaucoup de demandes de particuliers, de gens qui en fait habitent dans une maison, ils ont une toiture avec de l'ardoise, avec de la tuile ou même du zinc. Il fait chaud, ils peuvent pas repeindre en blanc parce que soit la mairie ne veut pas, soit esthétiquement c'est pas très beau, ce que je peux comprendre tout à fait. Et donc là, on a des peintures colorées qui sont moins efficaces, mais qui permettent aussi de gagner 2-3 degrés en fait, dans les bâtiments et avoir des gains. Et tu fais tout type de couleurs ? On a 3 gammes de couleurs, des couleurs tuiles, ardoise et zinc. Okay. Et dans les tuiles, on a différentes teintes, mais globalement, c'est ça. Et sur des demandes très spécifiques, on peut faire d'autres types de couleurs. On fait du vert, par exemple, pour des tuyaux qui passent en plein milieu de forêt dans les Alpes, tu vois, improbable. Mais voilà, il y a des fois des besoins très particuliers d'industriels sur des sujets là-dessus. Mais globalement, non, sinon on reste sur le blanc et les 3 couleurs que je t'ai... Et alors du coup, j'ai bien compris que ça a atténué la chaleur pendant les périodes de forte température, mais qu'est-ce qui se passe l'hiver ? Ouais, c'est une question qu'on a souvent et c'est une très bonne question. Ouais. En fait, l'hiver, il n'y a pas de perte. Effectivement, on pourrait se dire, ok, je gagne l'été, mais du coup, je perds l'hiver, je vais devoir consommer du chauffage en plus. En fait, l'hiver, ce qui se passe, il y a 2 phénomènes assez faciles à comprendre. Déjà, il y a moins de soleil, tout bêtement l'hiver, parce qu'il y a plus de nuages et puis les jours sont plus courts. Tu vois. Et quand il y a du soleil, les jours de soleil, le soleil, l'hiver, il est à l'horizon. Tu vois, il se lève et puis en fait, il reste plutôt à l'horizon. Et donc, il va chauffer par les murs, il va chauffer par les fenêtres et pas par la toiture. Donc, en fait, le fait de repeindre les toits, ça ne va pas avoir d'influence sur une consommation en plus de chauffage. Alors que l'été, c'est l'inverse, il fait beau, le soleil monte très vite au zénith et donc il va chauffer par la toiture. Donc ça, je le dis, mais on le prouve aussi par des expériences et puis les clients aussi qui font des tests, qui mesurent globalement les consommations et qui nous retournent le fait qu'on n'a pas de surconsommation l'hiver, quoi. Ce serait dommage. Et alors, c'est une solution qui paraît évidente, mais est-ce que ça existait déjà ou est-ce que c'est vous qui l'avez inventé ? Oui, ça existait déjà et c'est une bonne nouvelle. C'est rarement bon d'inventer un truc de zéro et que personne n'y a pensé avant. Quoi. C'est que généralement, soit ça ne fonctionne pas, soit il n'y a pas de marché. Alors déjà, ça existait déjà, évidemment, on pense aux îles grecques et ainsi de suite, donc ça existait déjà il y a des milliers d'années. Et puis ça a été remis au goût du jour aux États-Unis en fait une vingtaine d'années, tu vois, avec des peintures qui tiennent plus dans le temps, parce que les peintures à la chaux qu'on voit en Grèce, en fait, dès qu'il pleut, elles disparaissent. Donc ça a moins d'intérêt, en tout cas ça coûte beaucoup plus cher que de mettre des peintures qui tiennent longtemps dans le temps. Et donc aux États-Unis, ils ont développé ça pour faire des économies sur la clim. Et puis petit à petit en Europe, tu vois, c'est aussi revenu. Et donc c'est pour ça qu'on développe ça aussi, de se dire, ok, il y a des choses à faire. Et nous, la différence qu'on a apportée par rapport à des peintures qu'on peut voir aux États-Unis, c'est que moi, tu as compris, le sujet environnemental, il est très fort. Et aux États-Unis, les peintures, c'est des peintures qui sont faites, entre guillemets, n'importe comment, enfin, d'un point de vue environnemental. Et nous, c'était pas du tout le sujet. Donc, le but, c'était de faire des économies sur la clim, de réduire les émissions de CO2, mais tout en ayant une peinture qui soit propre. Et donc, l'enjeu, ça a été aussi de développer une peinture qui soit pas mauvaise pour l'environnement. Tu vois. Donc, avec des produits choisis. Ce que je dis souvent, c'est sur nos pots de peinture, il n'y a pas de poisson mort dans une rivière ou de tête de mort, genre de choses. Elle n'a pas de problème environnemental là-dessus, quoi. Donc c'est des peintures qui sont bien sourcées et qui font du bien à l'environnement, quoi. Exactement. Et fabriquées en Bretagne. Donc, ah bon ouais. Où ça à Saint-Brieuc. C'est vrai ouais. Donc, alors c'est toujours une simplicité, hein, surtout quand tu as une petite boîte, quand tu commences une boîte, d'aller voir des gens pas très loin de chez toi. Et puis en fait, tu vois, très bon fit avec les personnes. Enfin, tu vois, très chouette. Donc, globalement... Mais c'est vous qui avez apporté votre techno ou c'est eux qui l'ont déjà développé ? Alors en fait, ça s'est construit au fur et à mesure. C'est assez marrant, c'est-à-dire qu'au début, tu démarres d'une feuille blanche. Moi, je suis ingénieur en thermique du bâtiment, tu vois, donc j'avais le cahier des charges de dire je veux une peinture qui fait ça et ça, tu vois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement qui renvoie les infrarouges, tout ça, ce que je te disais. Et en face de ça, il fallait mettre des chimistes qui soient capables de retranscrire la chose, de dire ok, ça, il faut mettre tel ingrédient, ça, tel ingrédient.
pour le côté environnemental, il faut éviter tel produit, tel produit. Et au début, on l'a construit vraiment en mode, on va faire des ventes, on va pas parler d'exclusivité, de propriété intellectuelle, quoi que ce soit. Moi, j'avais pas les moyens de le faire. Et puis surtout, j'avais pas envie de perdre de temps et de perdre de l'énergie. J'ai très peur du... Tu sais, des fois, je sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui montent des boîtes avec des technos révolutionnaires, ils mettent 2 ans à faire le truc, et puis au bout de 2 ans, ils disent « Ah merde, en fait, j'arrive pas à le vendre, c'est trop cher. » Moi, j'ai très peur de ça. Donc très vite, il y a ce truc de dire on va essayer de le vendre. Si on arrive à le vendre, on rediscutera derrière un peu des termes, mais déjà, on va essayer de faire ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, on a eu la chance de pouvoir faire des ventes et se développer. Donc quand tu fais des ventes, tu as un peu plus de poids, et donc avec des fournisseurs, tu te dis bon, là maintenant, on va commencer à signer un contrat d'exclus et puis partager la formule, ainsi de suite. Donc c'est assez chouette. En fait, on a réussi à construire quelque chose. Tout ça en 3 ans. Tout ça en 3 ans, ouais. Et puis nos fournisseurs, je pense qu'ils sont contents aussi, en fait, parce que tu vois, dans le deal, c'est de se dire on continue à vous acheter. Donc globalement, on n'a rien dépensé en R&D ou quoi que ce soit, ou très peu. Mais par contre, on leur achète la peinture, donc eux, ils gagnent leur vie aussi grâce à ça. Et ils fabriquent d'autres peintures, donc ils ont aussi d'autres sources de revenus, bien sûr, là-dessus. Je trouve que c'est plutôt malin la manière dont ton approche, tu vois, de voir s'il y a un marché, si tu as des clients, etc. Et j'étais retombée en faisant mon travail de recherche sur un de tes posts où tu disais, ça m'avait fait sourire, que tu avais emprunté 5 000 € à ton fils de 5 ans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ça a été le début. Ouais, exactement. Un peu cette histoire. En fait, donc moi, je monte la boîte avec 1 000 €. J'ai pas beaucoup d'argent et j'ai pas envie non plus d'en mettre trop, tu vois, parce qu'encore une fois, de se dire si je mets 30 000 balles dans la boîte et que la boîte coule, bon, c'est un peu dommage. Donc il y a le démarrage, effectivement, des premières ventes qui se font, mais ça prend du temps déjà de faire les premières ventes. Et en fait, il y a un sujet de BFR, tu sais, de besoin en fonds de roulement. Donc entre le moment où tu fais tes ventes et puis il faut payer tes fournisseurs et tu mets un peu de temps à payer, il y a un gap, quoi. Et à un moment donné, il manquait 5 000 €. Moi, je les avais pas. J'ai mon fils qui, à l'époque, devait avoir 4-5 ans, qui avait eu un peu d'argent, tu sais, de naissance, ainsi de suite, les grands-mères et tout ça. Et franchement, les 5 000 €, il les touchera à 18 ans. Bon, je les prends, voilà. Il y avait un peu ce truc de dire, bon, voilà. Donc c'était assez ton marrant. Ton fils, c'est ton premier actionnaire. Ouais, alors il n'est pas réellement actionnaire, heureusement, mais voilà, je l'ai remboursé depuis. Bon, il n'a rien vu. Enfin, si, je crois qu'une fois, je lui ai dit, tu vois, c'était assez rigolo. Bref, mais ouais. Effectivement, il y a eu ce passage à un moment de se dire, bon, allez, on va prendre l'argent et ouais, tu vois, c'est des sujets bêtes, des sujets de BFR, des trucs que tu n'apprends pas forcément aussi quand tu l'apprends à l'école, c'est très flou. Quand tu es face au truc, tu te dis « Ah putain, là, je dois payer une facture et j'ai pas l'argent. » Alors que tu sais que tu vas recevoir plusieurs dizaines de milliers d'euros juste après, tu t'assures bon, il faut trouver une solution. Ouais, parce que donc, du coup, au début de l'histoire, tu as eu cette idée. Donc, tu as trouvé ce fabricant qui est à Saint-Brieuc. Tu as en même temps testé cette solution. Comment est-ce que tu as procédé, en fait, si on rétropédale un peu? Alors, il y a eu beaucoup d'étapes. Une première étape, c'est que au départ, je comptais m'associer avec des chimistes pour internaliser en fait la fabrication de la peinture. Donc, j'avais rencontré des gars à La Rochelle qui faisaient ça. Un chimiste et un commercial, ils montent une boîte de peinture. Et un jour, je vois un article de presse qui dit on veut développer des peintures réflectives, ainsi de suite. Et je me dis ok, moi je veux faire ça aussi. Donc en fait, on va s'envoyer un mail et puis on va discuter. On discute et ainsi de suite. Et puis on n'arrive pas globalement à s'entendre. Tu vois, moi je voulais des parts dans l'entreprise. Enfin, tu vois, je voulais être vraiment engagé à fond. On n'y arrive pas. Et puis je pense qu'ils percevaient peut-être pas ma plus-value. Tu vois, dire bon, moi je sais faire du marketing, je sais faire du commerce. Voilà. Et puis en même temps de ça, je me rends compte que l'équilibre de prix, il n'est pas idéal. Parce que globalement, le coût des matières premières, quand tu es gros, tes matières premières ne te coûtent pas cher, tu vois, et quand tu es tout petit, elles te coûtent cher. Et donc en fait, le prix de sortie de la peinture était assez élevé par rapport à si tu le faisais appel à des fabricants de peinture plus gros, tu vois. Donc il y a eu cette première étape de dire, ok, en fait, internaliser la prod, c'est pas une bonne idée. Donc après, je suis allé voir d'autres acteurs. Et comment tu testes ? Tu testes déjà chez toi, hein, tu peins des morceaux, enfin déjà tu vois l'aspect de la peinture, tu dis ok, voilà, ça ressemble à ça, ainsi de suite. Un truc, à mon avis, que j'ai pas fait assez vite, je voulais absolument pas vendre avec des réductions énormes. Tu vois. Il y a souvent des gens qui disent pour le test, je te fais le truc gratuit ou très peu cher. Moi, j'étais attaché à mes marges à fond, tu vois, je dis non, j'ai une marge à tenir, moi je dois me verser un salaire, j'ai des frais, ainsi de suite. Et donc je l'ai pas fait, et peut-être, je sais pas, que j'aurais peut-être dû le faire parce que j'arrivais à choper pas mal de rendez-vous, tu vois, ça intéressait beaucoup de monde et difficile de cranter, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, le sujet des références, tu vois, les gens disent c'est quoi tes références ? J'ai pas de références. Bon tu reviendras me voir quand tu auras des références et c'est sans cesse comme ça. Donc je me dis après coup peut-être qu'il aurait fallu dire à mon écoute,
c'est gratuit. Ouais, puis au moins, tu ça me repeins fait le une toit de ref. 2 maisons. Voilà, et... exactement. ouais. Et ça te fait des refs. Je l'ai pas fait. Bon, l'histoire me donne pas forcément tort, mais peut-être que ça aurait permis d'accélérer encore plus, j'en sais rien. Mais en fait, les sujets, ils sont là. Sur les économies que tu apportes, parce que globalement, notre business, c'est un sujet d'économie pour les clients. En fait, il y a pas mal d'études qui existent sur le sujet, qui montrent globalement les économies d'énergie, et ainsi de suite. Et donc, tu peux assez facilement en fait, retrouver des études et dire combien tu économises, et dire ma peinture, elle a les mêmes capacités techniques, tu vois, et donc tu fais la même chose. Donc là-dessus, on s'est basé là-dessus. Et puis après, en fait, au fur et à mesure que tu as des clients, tu capitalises dessus. Tu as des exemples. Tu peux dire, OK, voilà les économies qu'on fait. Vous avez le même type de bâtiment, donc vous allez faire les mêmes économies et tu avances comme ça. C'est aussi simple que ça. Comment est-ce que tu as réussi à trouver ton premier client ? De la chance et LinkedIn, globalement. Je publie beaucoup sur LinkedIn et je publiais aussi pas mal sur LinkedIn avant. Et un jour, coup de bol, alors on peut pas le citer parce qu'ils aiment pas qu'on les cite, mais peu importe. Très grosse boîte du CAC 40 et le directeur maintenance France qui m'appelle un jour. Bonjour, on est intéressé par vos peintures. On a 2 bâtiments qu'on aimerait tester. Est-ce que vous pouvez me faire un devis, ainsi de suite. Moi, j'ai pas de clients. Enfin, tu le dis pas, surtout pas, mais tu vois, tu dis OK, ouais, bien sûr, on peut le faire. Et donc, en fait, tu te retrouves à bosser avec un leader mondial. Donc toi, tu lui fais un devis, tout de suite, il accepte ? Non, c'est pas aussi simple que ça parce que c'est assez complexe. En fait, c'est sur des sites qui sont potentiellement dangereux en plus. Donc tu as des sujets techniques assez costauds. Et à cette époque-là, c'est pile poil au moment où je rencontre Adeline et François, on en parlera peut-être après, qui sont mes associés, qui me rejoignent à ce moment-là. Et François a une très bonne expérience dans la partie travaux et ainsi de suite. Et il me dit, pour ce type de client, il faut que tu répondes avec des peintres qui ont tel label et tel label, parce que ça lui permet de faire des économies de son côté. Enfin, tout un business un peu complexe. Et donc, on répond là-dessus. Le mec est super content, le client est super content. Et donc, on lance le chantier comme ça. Mais ça prend un peu de temps. Ça prend quelques mois quand même avant de se faire. Et donc là, tu as une première ref très sérieuse. Et ouais, ça avance grâce à ça. Et surtout, 2 choses qui avancent. C'est que le prix de l'électricité, à un moment, il explose. Tu vois, en 2022, il y a la guerre en Ukraine, le prix de l'électricité qui explose. On se prend une canicule assez folle en 2022 aussi. Et en fait, ces 2 facteurs-là font que dans la tête des gens, ça change complètement. Enfin, le changement. De dire, OK, canicule, les clims qui tombent en panne un peu partout en France. Tu vois, je sais pas, t'imagines un restaurant qui a de la clim tombe en panne et il fait 35 degrés dans le restaurant. Alerte, il faut que je fasse quelque chose. Et donc là, on a une accélération commerciale qui fait qu'on se développe vraiment très très bien en 2022. Et en fait, après, c'est toujours pareil, quoi. Ça devient un peu plus naturel. Tu vois, on comprend vraiment ce qu'on fait, on comprend les bons arguments. Et puis la solution est de plus en plus connue, quoi. Donc l'un dans l'autre, tu vois, ça accélère grâce à ça. Tu bénéficies de cet effet-là de bouche à oreille aussi. Ouais, exactement. Ouais. Trop bien. Attends, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Du coup, tu parlais de peintres. Comment tu fais ? Du coup, tu les formes Il y a une technique particulière ? Comment est-ce que tu les trouves ? C'est pas très compliqué. Donc des bons peintres, ils savent faire. Et tu vois, il y a juste un peu la peur du changement, tu vois. Les peintres, ils disent, moi, je peins des murs à l'intérieur, à l'extérieur. Là, tu me demandes de peindre des toitures. Bon, j'ai jamais fait, mais globalement, ça change pas grand-chose. Ouais. Donc, tu as un process, tu leur donnes, il faut nettoyer, il faut mettre une couche de primaire et 2 couches, ainsi de suite. Donc, c'est assez facile. Donc, assez vite, en fait, on trouve des peintres avec qui on travaille. Globalement, on leur apporte du business, tu vois. Donc c'est dur de dire non. Enfin, tu vois, tu appelles des peintres, tu dis, là, j'ai un devis à faire de 20 000 €. Est-ce que tu acceptes ? Bon, oui, globalement. Après, il faut trouver les bons peintres. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est quoi ? C'est du bouche à oreille ? Ils sont référencés sur des plateformes ? Tu as plusieurs choses, soit du bouche à oreille, soit... en fait, tu te rends assez vite compte, quand tu les as au téléphone, déjà, tu vois un peu le sérieux ou non de l'activité. Tu as des boîtes assez grosses, tu vois, de peintres qui sont structurés, tu vois, qui font les choses vraiment correctement. Donc, toi, de ton côté, ça rassure. Et puis, eux aussi, ils ont des références clients. Tu dis, OK, si vous bossez avec eux, c'est que vous bossez bien. Donc, tu vois, c'est un peu tout ça. Et puis, des fois, c'est aussi du feeling, hein, des gens où tu te rends compte, on s'entend bien. Enfin, voilà, tu dis, OK, allez, on bosse ensemble. T'en as combien, là, dans ton pool de peintres ? On a environ 60 entreprises, tu vois, référencées chez nous. On couvre toute la France sans problème. Et des boîtes avec qui on bosse vraiment, il y en a une quinzaine. Tu vois, en fait, plus tu bosses avec des peintres et mieux ça se passe, plus tu continues à leur faire confiance. Tu vois, donc, globalement, tu as des peintres qui se passent. Tu as tout intérêt à les fidéliser. Ouais, complètement. Ouais. Donc, non, ça avance bien. Et c'est rigolo. Enfin, tu vois, il y a plein d'histoires assez marrantes avec les peintres parce qu'on se rend pas compte. Mais quand tu discutes avec des gars, il y a des gars qui ont des histoires complètement folles. Enfin, tu as des mecs... il n'y a pas très longtemps, là, discuter avec un peintre, le gars, c'était un ancien plongeur à l'armée, tu vois. Il était dans les sous-marins, il sortait en plongée aux 4 coins du monde. Il dit, je suis devenu peintre, j'adore la peinture. Enfin, tu vois, on s'imagine pas, mais en fait, il y a des métiers comme ça où tu te dis,
Les gars avaient des métiers complètement autres et puis ils se retrouvent dans la peinture, envie de bosser dehors, pas se prendre la tête avec des clients, que ce soit, juste de dire voilà. Des boulots moins stressants. Ouais, c'est ça, je fais mon boulot de peinture et voilà. Donc assez marrant. T'as des histoires aussi avec, j'en parlais toujours, des peintres avec qui on travaille aujourd'hui pas mal. Le patron qui m'appelle, une grosse boîte, environ 250 personnes. Et on avait fait un premier chantier avec eux, et le peintre qui appelle et qui dit bon Maxime, il faut qu'on bosse un peu sur la communication, tous les deux on bosse ensemble, ce serait chouette d'avancer un peu sur la com. Je dis ok, on va essayer de faire des trucs, je sais pas. 2 heures après, t'as TF1 qui nous appelle, qui dit bonjour, on voudrait faire un reportage aux 20h ce soir, parce que tu vois les journaux c'est toujours pareil, le mec qui t'appelle et dans les 3 heures ils veulent un rendez-vous. Je rappelle le patron, je dis bon bah là il y a TF1, ramène des peintres, on se fout sur une toiture et puis on peint et puis voilà. Et donc le soir même on était aux 20h de TF1 avec le patron qui était trop content, et nous aussi on était trop contents de dire ok, bon super. Donc non, enfin franchement les peintres c'est toujours assez chouette de bosser avec eux et on avance bien avec eux, c'est trop cool. Et vos clients, c'est autant des entreprises que des particuliers ? Non, c'est bien plus des entreprises que des particuliers. C'est 90% de notre chiffre d'affaires, c'est des entreprises. C'est principalement des grands groupes qui ont un gros parc de bâtiments, qui ont soit des problèmes de confort, soit des problèmes de clim. Ils consomment trop de clim, il faut qu'ils fassent des économies d'énergie. Et on a un peu de particuliers, mais assez peu finalement. Parce que tu vends quoi aux particuliers ? Tu vends uniquement la peinture ? On vend uniquement la peinture. Ouais, et parfois l'application. Mais c'est globalement que la peinture et ils le font eux-mêmes. C'est assez facile. Donc ils le font. Et on la trouve où ta peinture ? Sur ton site internet ? Sur notre site, ouais. Donc il faut avoir entendu parler de vous quand même. Oui. Faut vous connaître, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et attends, si on revient du coup au début de l'histoire, donc tu disais que tu as signé là, avec ce gros client. Et là, l'histoire se lance. Quand est-ce que tu as rencontré tes associés ? Avant ça, en fait, moi je monte la boîte en mai 2020. Donc tu vois, on est deuxième phase de Covid, deuxième confinement. Moi j'ai un deuxième enfant, tu vois, Nora, qui naît en juillet 2020. Donc en fait c'est assez marrant, j'ai fait au sens inverse de ce qu'on recommande souvent de faire, c'est-à-dire que j'ai créé la boîte avant toute chose. Et en fait je considère que j'ai vraiment bossé dessus à partir de septembre, tu vois, parce que globalement, confinement, un deuxième enfant, donc on était globalement à la maison. Donc septembre 2020, je commence vraiment à bosser. Toute l'histoire de trouver les fournisseurs et ainsi de suite, les partenaires, les peintres et tout le tralala. Commencer le commerce. Et en fait, le début du commerce, il est long. Les premiers clients, c'est les clients particuliers, parce que c'est entre guillemets les plus faciles dans le sens où c'est des petites surfaces, donc ça se fait assez bien. Donc, premier client particulier en 2021, mars-avril 2021. Et c'est à ce moment-là aussi où je rencontre... Ici à Nantes ? Pardon, ouais, à Nantes, exactement. Ouais, premier client à Nantes, donc ça c'était cool. C'est assez simple, c'est assez simple. Il y a un article de presse de Ouest France ou un truc comme ça. Suite à l'article, tu reçois, 15 appels de gens intéressés et puis des devis qui signent comme ça. On a un premier client qui est trop marrant, je pense qu'on s'en rappellera tout le temps, qui s'appelle René, je me rappelle toujours, où le gars appelle, dit ouais, moi je suis très intéressé, je veux votre peinture et tout, très chouette. Et en fait le gars appelle, je dis ouais, il faut vendre, faut acheter sur internet, tu vois. Ok, le mec il raccroche, il rappelle 10 minutes après, et en fait j'arrive pas, je sais pas faire, est-ce que vous pouvez le faire pour moi ? Et en fait le gars était pas très loin, je prends mon vélo, tu vois, et en fait on fait la commande ensemble, et il passe la commande, et il dit mais maintenant pour appliquer, comment je fais pour appliquer sur ma toiture là ? Et nous on dit franchement, si tu veux on te le fait quoi. Et moi j'étais pile poil à ce moment-là avec Adeline et François, on avait commencé à se rencontrer, et donc moi je les appelle, je dis en fait tu vois, un peu une sorte de team building, tu vois, on va peindre la toiture de René ensemble, et puis on va apprendre aussi à se connaître là-dessus. Donc on a passé une semaine à repeindre son toit, à bouffer les sandwichs dans le jardin, et donc c'était assez cool. Donc ouais, les premiers clients c'est comme ça, et puis après le premier client B2B qui arrive à l'été 2021, fin de l'été, tu vois, septembre 2021, où on signe ce premier client. Donc ça prend du temps, tu vois, la première année est un peu longue quand même. Parce que là, tu n'avais pas encore rencontré en plus Adeline et François. Non, ouais, c'est ça. Donc t'es seul, c'est horrible. T'es seul, c'est horrible. C'est dur là. Ouais. C'est le truc, moi que j'avais vraiment pas envie, où t'es seul, et tu te poses des questions, et tu fais toi-même les réponses, c'est jamais bon, t'en parles avec des copains ou de la famille, mais ils ont pas... tu as toute la carte en tête, donc souvent les réponses elles sont complètement à côté de ce que tu recherches. J'ai toujours eu en tête de m'associer, tu vois, donc il y avait vraiment ce truc de dire je veux m'associer, et en fait j'ai bossé avec 2 gars, une première personne dans l'idée de s'associer, et puis très vite au bout d'un mois, un mois et demi, il me dit en fait je le sens pas, tu vois, voilà, il avait ses raisons et elles sont sûrement très bonnes de dire ok je le sens pas. Quelques mois plus tard je rencontre une autre personne, et là c'était de mon côté où je le sentais pas, il y a un truc qui va pas. Donc toi, il y a eu quelques échecs avant, et puis à un moment donné, Adeline et François qui arrivent à peu près au même moment. Je pense moi aussi les idées un peu plus claires sur les personnes que je recherchais, tu vois, les profils un peu que je recherchais. Et puis tu vois, maintenant ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble et c'est trop cool. Et comment est-ce que tu les as rencontrés ?
J'ai envoyé des messages à tout Nantes. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent ce podcast et qui vont dire « Ah ouais, moi j'ai reçu aussi un message de Maxime ». Non, j'exagère, mais globalement, pas mal sur LinkedIn et pas mal sur Facebook de façon très basique. Tu sais, il y a des groupes Facebook de je ne sais quoi. Et donc tous les trucs zéro déchet ou je sais pas, enfin plein de groupes Facebook qui existent à Nantes, tu vois. Je mettais des messages en mode coucou, je m'appelle Maxime, je monte une boîte, je cherche un associé, est-ce que vous connaissez quelqu'un ou est-ce que vous vous sentez là-dedans? Et donc Adeline a répondu via un message Facebook en disant bah tiens, écoute-moi, moi ça m'intéresse, voilà. Ouais. Et donc ça allait très vite, tu vois. Elle envoie un message, 2 jours après on se rencontre. Elle était au chômage à ce moment-là, elle dit bon bah si tu veux la semaine prochaine on commence à se voir et puis on commence à bosser ensemble et puis on voit si ça marche. Trop cool. Et puis François sur LinkedIn pour le coup, parce que là je cherchais plutôt un profil métier, tu vois, je voulais quelqu'un qui connaisse les travaux, le bâtiment, ainsi de suite. Et pareil, on se rencontre, alors je me rappelle parce que on se rencontre, très bon feeling, et le lendemain il me rappelle. Il me dit bah, je crois que je vais démissionner et puis je vais te rejoindre. Tu vois. Je dis ah, fais surtout pas ça. Enfin, tu vois, je te rappelle que j'ai bossé avec 2 gars et ça s'est arrêté au bout de 3 semaines, 1 mois. Donc je voudrais pas que tu démissionnes, qu'on bosse ensemble et du coup, au bout d'1 mois, ça marche pas. Donc ça a pris un peu plus de temps parce que du coup, il a pris un peu de temps pour partir. Et puis on a bossé un peu ensemble. Tu vois, il a pris des vacances pour bosser avec moi, tout ça. Donc trop cool. Donc voilà, on se rencontre en mars-avril 2021. Et on s'associe vraiment et on bosse vraiment tous les 3 ensemble en septembre 2021. Tu vois, c'est à ce moment-là où on est 5 jours sur 7 dessus. Et tu voulais 2 associés? Oui, parce que assez vite, j'ai vu que mes compétences en marketing étaient assez limitées. Et donc, je voulais quelqu'un en marketing. Et mes compétences en travaux, commerce, chantier, enfin, tu vois, suivi de tout ça, étaient assez limitées. Donc, assez vite, je me suis dit, ouf, là, il faut du monde. Ouais, mais c'est une bonne question, tu vois. Je me souviens plus trop l'état de ma réflexion à ce moment-là. Mais ouais. Quand je vois maintenant, c'est un très bon choix. Aujourd'hui, comment vous répartissez les sujets? Adeline, marketing? Marketing, voilà, très clair, marketing. Et François, commerce et suivi de chantier. Et moi, je fais encore pas mal de commerce. Puis après, tu as tous les sujets annexes de nouveaux développements, de l'administratif, du juridique, enfin, des trucs assez basiques. Et de la communication, hein, comme on en fait aujourd'hui, tu vois, des sujets comme ça. Moi, j'essaie de toucher un peu à tout et tous les trucs un peu chiants, j'essaie de les prendre pour retirer la charge à mes collègues. Et puis surtout, ils sont plus forts que moi sur les sujets. Donc, tu vois, c'est vraiment mieux comme ça, quoi, clairement. Je suis retombé sur une presse il n'y a pas très longtemps que je faisais, justement il y a 3 ans. Tu m'étonnes que je ne vendais pas, tu vois. Tu dis, ok, tu présentes une presse comme ça. Bon. Donc ça, c'est très chouette. Enfin, tu vois, les premières étapes de l'Adeline, tu vois, de dire, ok, je vais apprendre la presse commerciale, on va faire un truc un peu sérieux, là, parce que... Donc rien que ça, tu dis, ah ouais, putain, ok, c'est beau. Donc, ouais. Ok. Donc eux, ils te rejoignent en 2021. Ouais. Ça a été quoi l'étape d'après? Les ventes qui se lancent, tu vois, de dire ok, on se développe. Donc 2022, c'était un gros sujet globalement de commerce en fait, hein, vraiment de se dire ok, on se développe et puis un peu de comprendre ce que je disais tout à l'heure de, tu sais, des fois tu fais quelque chose mais tu le comprends pas parfaitement et en fait on a mis du temps à comprendre des sujets de maintenance, se dire ah ouais en fait les clim elles tombent en panne réellement et en fait ta douleur elle est pas sur l'économie d'énergie en elle-même. Tu vois, le gars qui est dans son magasin il s'en fout un peu. Par contre, quand la clim elle tombe en panne en plein mois de juillet, bah, ça l'embête. Vraiment, l'argument commercial qui va faire tilt quand tu rencontres la personne, elle dit ok. Donc en fait, c'est choper un peu tout ça. Comprendre un peu des métiers aussi. Tu vois, il y a des métiers qu'on connaissait pas parce que c'était pas notre univers. Tu vois, par exemple, des asset managers. Oh là, c'est des mecs en costard à Paris, ce qui est à peu près ça. Mais tu te dis qu'est-ce qu'ils font? Moi, on s'imaginait globalement des métiers très financiers. Et puis en fait, quand tu discutes avec eux, tu dis ah bah en fait ils sont aussi chargés d'identifier des travaux, de développer des travaux, ce genre de choses. Donc en fait tu comprends ces gens-là, tu dis ok, ça peut être une cible. Et donc au fur et à mesure, bah, tu rentres dans le détail et tu dis ok, bah, en fait il faut discuter avec ça, et voilà, tu avances petit à petit en fait là-dessus. Tu vois. Mais des fois c'est bête, hein, enfin, ça tient à quelques phrases, à quelques mots et tu te dis pourquoi j'ai pas fait ça avant? Bon bah c'est juste le temps que ton cerveau se mette à jour, quoi. Et pourquoi tu as choisi ce nom Enercool? Alors déjà au départ on s'appelait pas Enercool. Le nom de la société en elle-même s'appelle toujours Aircool, AIRCOL. Alors je te dirai après pourquoi Aircool et Enercool, ouais. Mais déjà le changement de nom, quand tu montes une boîte, tu as le droit à 1 heure avec l'INPI, tu sais, la protection des marques. On dit bon vas-y, on a 1 heure avec l'INPI, on va passer 1 heure avec l'INPI. Et donc on rencontre une personne, j'ai plus son nom à Nantes, mais quelqu'un de très bien. Et le mec dit ah vous avez déposé votre marque, tout ça. Non, on n'a pas fait ça. Ah ouais, vous n'avez pas fait ça. Et donc, tout de suite, par réflexe, le mec te cite des noms qui ressemblent à Aircool. Tu dis, ah, machin, ça, est-ce que vous savez si ça existe ou pas? Non. Et à un moment, il dit Cool Air. Et il tape sur Internet, il dit, ah, tiens, c'est marrant, il y a une entreprise en Pologne qui s'appelle Cool Air, qui fait comme vous, qui fait des peintures réflectives. Et tout de suite, il dit, mauvaise nouvelle, la marque est déposée en Europe et la boîte est en fait une filiale d'un grand groupe
Et en gros, le gars, il dit, faut changer de nom. Et donc, tu sais, tu dis, ah non, mais ça fait 1 an qu'on bosse le truc. Enfin, tu vois, t'as un peu une descente comme ça. Et donc, on a changé de nom. Et donc, Aircool et Nercool, tu vois. Enfin, on a passé, franchement, des journées à essayer de changer de nom. C'était assez pénible, ce moment-là. Et l'origine d'Aircool, c'est marrant parce que quand je travaillais chez Kivivo, là, on était une bande de collègues, là, avec qui on se marrait bien. Et d'ailleurs, pas mal sont devenus des copains que je vois encore assez souvent. Et donc, il y avait une période... Enfin, moi, je le vois comme ça, période 2014-2016, un truc comme ça, où j'ai l'impression que c'était un peu le pic des startups, quoi. Genre, on parlait que de ça, c'était vraiment... moi, j'étais intubé à The Family, tu vois, les trucs de Paris, là, et compagnie. Et il y avait une boîte qui avait été montée là-bas, qui s'appelait Agricool. Je sais pas si ça te parle, non, Agricool. pas du tout. Une boîte qui faisait des fraises dans des containers. Et avec les copains, on se disait, putain, Agricool, c'est vraiment... trop cool comme nom de boîte. C'est vraiment dire, les gars, ils ont dit l'agriculture, on est cool, on s'appelle Agricool. Et on trouvait ça assez chouette. Donc ça, c'était un peu le truc de base, tu vois. Et donc au moment de monter la boîte, tu cherches un peu des noms et tu vois Aircool. Bon, cool, c'est le rafraîchissement. L'air, c'est la température de l'air, enfin un truc comme ça. Donc bon, vas-y, Aircool, c'est trop bien. Et puis ça faisait un petit peu référence aux copains de quelques années avant de dire, tiens, moi aussi, j'ai créé une boîte qui s'appelle Aircool et maintenant Enercool. À la base, globalement, ça nous fait marrer, tu vois, de dire, bon, allez, on crée la boîte. La vérité, en plus, c'est que le nom d'une boîte, ça a vraiment... on s'en fout complet, tu vois. Enfin, vraiment, ça a aucun impact. Enfin, je crois que vraiment, c'est un non-sujet. Tu crois ? Ouais, vraiment. Je crois qu'il y a un truc... tu vois des noms de boîtes infernales qui fracassent tout, tu vois. On utilise un outil en marketing qui s'appelle Klaviyo. K-L-A-V-Y-I-O. C'est imprononçable, tu sais pas comment l'écrire. La boîte cartonne. T'en as plein. Enfin, tu vois, t'as plein de boîtes. Tu dis les noms sont bizarres et ça marche bien, tu vois. Nous, il y a plein de gens qui nous appellent Enercol. Enfin, t'as plein de trucs, tu vois, où en fait, tu dis, bon, c'est pas très très grave. Mais bon, il y a débat. Tu peux te dire, ok, ouais. Ouais, j'étais en train de réfléchir à ça. Je me dis quand même que ton nom de marque, il installe une identité. Je sais pas, t'aurais choisi un nom lambda. Peut-être que t'aurais pas autant de renommée. Oui, peut-être qu'il se retiendrait pas aussi facilement. Peut-être. Tu vois, t'as un nom qui se retient quand même facilement, qui doit, tu vois, arriver vite dans l'esprit des gens. Après, c'est vrai qu'avec Enercool, je pense pas forcément peinture réflective. Non. Alors ça, c'est pas mal parce que, enfin, on voulait pas rentrer dans le truc de peinture, tu vois, de dire, on rentre dans le sujet où on fait des économies d'énergie sur la clim. Et tu vois, on se laisse le droit d'aller sur d'autres sujets plus tard qui ne sont pas que de la peinture. Toi. Donc je voulais pas un nom en mode paint, je sais pas quoi, ou peinture, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, on voulait pas rentrer que là-dedans, donc il fallait faire assez large. Voilà. Enercool, en plus, ça reprend le sujet un peu d'énergie, tu vois, donc bon, ça collait bien. Tu vois. C'est clair. Est-ce que tu pourrais aller sur quel autre sujet ? Ce serait quoi l'idée pour plus tard ? Alors le sujet principal, ça reste quand même la clim et le confort d'été, tu vois, parce que il fait de plus en plus chaud. On sait que les canicules vont être de plus en plus fréquentes, donc globalement, c'est un problème à régler. Donc là-dessus, on sait qu'il faut y aller. Un des sujets qui n'est pas de la peinture, c'est un sujet d'étanchéité. Alors on est toujours sur la toiture, mais en fait, aujourd'hui, on repeint des toits. Demain, on pourrait en fait changer l'étanchéité complète avec des étanchéités blanches qui renvoient la chaleur. Et ça pourrait permettre d'avoir des gains aussi. Et donc toi, c'est des voies qu'on explore. Enfin, tu peux en avoir d'autres. Je n'ai pas les idées en tête comme ça, mais de se dire, ok, comment on fait pour rafraîchir les gens, tu vois, globalement, sans trop consommer, sans réchauffer la planète, ce genre de choses. Donc c'est un peu ça les recherches. Au Japon, il y a Sony qui a sorti un truc. On n'ira pas vers là parce qu'on n'est pas là-dedans, mais je trouve ça trop marrant. Enfin, trop marrant. En tout cas, dans le concept, assez rigolo. C'est un truc qui a un peu la taille d'un téléphone que tu mets dans ton cou. En fait, tu as un t-shirt avec une petite poche à l'arrière, comme ça. Et en fait, ça fait du froid. Et donc, en fait, ça te diffuse le froid le long de ta colonne vertébrale. Et a priori, ça te donne une sensation de rafraîchissement. Et le concept en lui-même est malin parce que tu dis, au lieu de rafraîchir l'entièreté d'un bâtiment ou d'une salle, tu rafraîchis que le corps, tu vois, et c'est l'essentiel. Si on devait faire ça, ça prendrait des années et on n'a pas les compétences pour, mais tu vois, enfin, en tout cas, dans l'idée, on veut aller vers ces choses-là, quoi. Pas que de la peinture, on peut imaginer plein de trucs derrière pour avoir moins chaud l'été, parce que c'est l'enfer. Aujourd'hui, vous êtes combien à travailler dans la boîte ? On est 5. 5 ? On est tout petit. Okay. Ouais, tout petit. Et vous êtes au Palace ? Et on est au Palace, on est trop bien au Palace. Ouais. Vous avez vos locaux là-bas, mais tu as été incubé aussi par le Palace, non ? Oui. En fait, j'ai démarré, c'était à l'époque où j'étais seul, à la piscine. Donc, tu vois, ils ont 6 mois d'incubation au rez-de-chaussée, là, où globalement, tu as des bureaux gratuits pendant 6 mois. Donc, tu vois, c'est trop bien. Enfin, quand tu es petit et que tu n'as pas beaucoup de moyens, tu es trop content d'avoir des bureaux gratuits. Après ces 6 mois, on a été à Novapulse, qui est un autre incubateur qui est à côté de la Place Royale. Donc, ça aussi, trop bien, pendant 1 an, où tu es accompagné avec des gens très bons qui te donnent des idées, des conseils, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a fini cette année-là,
Bah là, c'était le temps d'être... on était comme des grands, on pouvait payer notre bureau et ainsi de suite. Donc on s'est dit, où c'est qu'on va aller? Et on a tourné un peu dans tout Nantes et on est retourné au Palace, tu vois, parce que globalement, l'offre est trop chouette. Tu as beaucoup de monde. Enfin, tu vois, t'as un peu cette énergie hyper importante de dire... Tu vois plein de gens bosser. Tu as plein de gens qui sont forts aussi. Ça paraît bête comme ça, mais quand tu as besoin d'un conseil, tu es à peu près sûr de trouver un expert sur le sujet, que ce soit en tech, en marketing, en commerce, quoi que ce soit. Tu as des gens qui sont malins, quoi, globalement, là-dedans. Donc forcément, tu as un Slack et tu envoies un message, tu dis « Ok, j'ai un problème avec ça ». Et tu as une réponse, tu vois, dans la minute d'un gars qui dit « Ok, je peux t'aider ». Donc vraiment trop bien. Et puis, tu vois, les événements qui sont créés, enfin plein de choses, tu vois, les petits-déj. Je sais pas si on peut parler des petits-déj du Palace, mais qui sont juste incroyables. Donc non, plein de choses qui font qu'on est super bien au Palace, ouais. Et donc cette année, vous avez fait presque 800 000 euros de chiffre d'affaires? Ouais, pas très loin, ouais, 750, ouais. Ce serait quoi tes objectifs là, pour les prochaines années? Et ben faire toujours plus. Non, en fait, il y a plein de trucs. Là, on a un objectif qui est de faire plus d'1 million cette année et puis continuer comme ça. Quand tu montes une boîte au début, moi j'ai monté, j'avais un peu de chômage et puis après, tu commences à te payer, mais tu te payes un peu. Là, on commence à embaucher des personnes, tu vois, donc pareil, tu as les salaires. En fait, c'est toujours pareil, tu as envie de te payer un peu plus. En fait, tu vois, on se dit, bon, ok, là, je pense qu'on bosse tellement qu'on pourrait mériter des salaires plus élevés. Les gens qu'on a embauchés, tu vois, c'est pareil, dire, bon, ils bossent beaucoup et ils font des efforts sur le salaire. Ils pourraient être payés bien plus dans des grosses boîtes comme ça. Donc déjà, tu vas te dire, en fait, il faut faire du chiffre d'affaires juste déjà pour que tout le monde soit content et bosse dans le confort. Et après, on pense qu'on peut croître tout en restant petit, tu vois. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, globalement, de se dire, on a une demande et on peut l'adresser parce qu'on fait de la peinture. Donc, globalement, on peut produire de plus en plus de peinture sans être beaucoup plus gros. Donc, le défi, ça va être un peu ça. Et on aime bien l'idée, tu vois, de se dire, OK, on va essayer de scaler, comme on dit dans les startups, de développer comme ça. C'est un peu le défi 2024, de se dire, OK, on grossit tout en restant petit. Voilà. Petit, tu veux dire en termes de nombre de personnes, ouais. Ouais, exactement. Ouais, parce que tu voulais pas grossir les équipes. Non, pas tant que ça. Un peu potentiellement, tu vois, s'il y a des gens costauds qui veulent nous rejoindre et qui ont un besoin, pourquoi pas. Mais en fait, plus je discute avec des gens, les gens qui ont des grosses boîtes, globalement, ils disent, moi j'aimais bien au début quand on était petit, tu vois, il y a un peu ces regrets, pas ces regrets, mais un peu ce truc de, c'était bien quand on était petit, on rigolait bien, et puis maintenant je gère 50 personnes et le management, c'est assez pénible, entre guillemets, tu vois, entre les gens qui... Puis tu as le recrutement qui est compliqué aujourd'hui, hein, tu vois, de recruter des personnes, elles changent vite de boîte, ainsi de suite. Moi, je me dis, si on arrive à rester petit, là, franchement, l'ambiance, elle est juste extra au boulot, et moi, je suis pas contre rester comme ça, tu vois, et se dire, bon, écoute, on se développe, on fait du chiffre, et on reste pas trop gros. Voilà. Après, si on se rend compte qu'en fait, on est sous l'eau et qu'il faut recruter, évidemment, on recrutera, tu vois, mais on va voir comment on peut développer ça. Cool. Donc l'un des leviers, c'est d'aller rechercher des financements via l'émission qui va être mon associé. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est vous qui avez eu cette idée ou c'est non, eux qui sont venus vous chercher? Non, on a fait un peu nos princesses. Enfin, c'est même pas qu'on a fait nos princesses, c'est que un jour, tu as une journaliste d'M6 qui nous appelle, qui dit bonjour, est-ce que vous seriez intéressé pour participer à Qui veut être mon associé? Donc on a réfléchi 5 minutes et puis on dit oui, en fait. En fait, tu as deux sujets. Tu as un sujet levée de fonds, effectivement, aller chercher du financement, et puis tu as un sujet visibilité. C'est une émission qui est très regardée et qui est regardée par des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans ces choses-là. Et donc, je sais pas comment dire, plein d'énergie. Enfin, parce que beaucoup de retours qu'on a d'entreprises qui sont passées, ils disent, en fait, on a reçu beaucoup de commandes, beaucoup de demandes de rendez-vous, ainsi de suite. Donc toi, tu as ces deux sujets-là qui sont importants. Et donc, on nous contacte. Tu as un dossier à remplir, tu as une vidéo à faire. Enfin, voilà, on fait toute la démarche pour avancer là-dessus. Et puis au fil des étapes, on est pris, tu vois. Enfin, tu vois, moi, j'ai très peu bossé sur le sujet pour tout te dire. C'est Adeline qui a porté le truc. Donc moi, j'ai l'impression que ça s'est fait très facilement. Adeline dire peut-être un peu la chose différemment. À chaque fois, c'est quoi? C'est des visios? Vous allez sur place? C'est des dossiers. On n'est jamais allé sur place. Non, c'est des dossiers à remplir. Tu vois, c'est quoi ton business? Comment tu le développes? Qu'est-ce que tu fais? Il y avait une vidéo à faire. On a regardé la vidéo qu'on avait faite. Parce que tu vois, ça remonte à plus de 9 mois. On a regardé la vidéo qu'on avait faite, qui est ridicule au possible. Je pense qu'il faudra qu'on la ressorte un jour. Et tu as dit, ils nous ont pris avec ça. Bon, franchement, ça laisse la chance à tout le monde. Mais vraiment, c'est filmé à l'iPhone sur le toit du Palace. Tu es en mode, on repeint des toits en blanc. Et c'est nul, vraiment nul. Et vous avez été pris là-dessus. Voilà, donc dit, bon, ok. Eux, ils sont authentiques. Voilà. Donc non, voilà, tu vois. Et donc au fur et à mesure, ça avance. Puis à un moment, il dit, jour de tournage, c'est telle date. Ah putain,
ça. Ok, donc là, c'est vraiment vrai, quoi. On y va, vraiment. Donc tu reçois un mail, hop, vous avez été sélectionné, Ouais. jour de tournage, telle date. Ouais, c'est ça. Et puis un peu de prépa, forcément, parce que t'as un peu de décor et ainsi de suite. Mais ouais, globalement, c'est ça. Et puis ils te briefent, quoi. Forcément, ils te disent, bon, bah voilà, t'as 3 minutes, je crois, de pitch, où tu dois présenter ce que tu fais. C'est du par cœur, tu vois, blablabla. Bonjour, on est là, cool, on fait ça, nanana. Et puis après, t'as toute une série de questions-réponses. T'as une série de... Là, pour le coup, c'est pas préparé, les questions-réponses. Non. Ouais. Et puis, tu as une démonstration. Enfin, tu vois, c'est bien de montrer un peu ce que tu fais, de donner des exemples sur le plateau. Donc, tu as un peu de préparation là-dessus, de dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec nos peintures. Et puis voilà, quoi. Mais ouais, c'est un moment assez cool, tu vois. Enfin, le moment en lui-même est assez incroyable. C'est clair, t'as fait quoi? T'as repeint le toit du studio de prod d'M6? Non, je peux pas te le dire, ça malheureusement, ça fait partie de la surprise de la diffusion. Ouais. mais Attends, ça sera diffusé mercredi 21. mercredi 21, ouais, exactement. Donc bientôt. Et non, mais c'est très rigolo. Enfin, c'est rigolo après coup. La journée en elle-même est super stressante. Tu vois, Il te mobilise une journée pour le tournage? Ouais. Une journée. En fait, on se rend pas compte, mais bon, déjà l'échange en lui-même, il dure environ 1 heure, tu vois, questions-réponses, le test, ainsi de suite. Et puis après tu as plein de séquences qui sont tournées soit avant, soit après, tu vois, mais de tout l'enrobage, entre guillemets, tout ça. C'est-à-dire qu'avant de passer devant tu parles un peu à la caméra, et puis il leur faut des images, globalement, M6, tu vois. Donc quand tu ouvres une porte, tu ouvres une porte 5 fois, tu vois, parce qu'ils font différents plans. Tu réfléchis, donc ils te demandent de réfléchir. Enfin, tu vois, tu as plein de trucs où ils te demandent de... T'as un jeu d'acteur, quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, forcément, tu vois, il faut un peu ce truc... Quand tu rentres c'est dans une espèce d'immense hangar, donc quand tu rentres dans le hangar, bah pareil, il faut rentrer, quoi. Donc tu vois, tu rentres, bon, on la refait, tu rentres, et ainsi de suite. Donc t'as plein de trucs comme ça. Donc en fait, la journée passe très très vite parce que t'es tout le temps demandé globalement à faire des petits trucs à droite à gauche, quoi. Ok. Et comment est-ce que vous êtes préparés, tous les trois? Eh ben, on a répété le pitch de façon assez basique, à se mettre derrière une caméra puis à répéter le truc. Après, tu vois, la partie... Et du coup, vous êtes filmé avec votre propre caméra avant? Oui, tout bêtement. Ouais. Enfin, vraiment, Ouais. encore une fois, dans le palace, on se met dans une salle et puis on répétait. Mais ça, tu vois, c'est 2-3 semaines avant, t'écris ton truc et puis t'essayes de faire un truc. C'est pas le plus marrant parce que c'est du par cœur, tu vois. Et le par cœur, c'est pas facile. Enfin, je sais pas si c'est pas facile d'être naturel quand c'est ça. tu récites quelque Donc, chose par cœur. c'est ça. Donc je sais pas comment ça va se passer parce nous, on n'a pas vu l'émission. Donc, Puis en plus, la particularité, ce que tu m'expliquais en off, c'est qu'en fait, tu peux tourner, mais ne pas être retenu au final au montage. Ouais, donc ça, t'as un vrai stress toi, aussi. tu savais pas si t'allais être... Enfin, vous saviez pas si... Non. Et tu vois, là, on est avant le 21. Je sais toujours pas avec certitude totale qu'on va passer le 21. Normalement, oui. M6 nous a envoyé un mail et tout ça. Mais il y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, il y a un gars qui s'appelle Greg, qu'on connaît au Palace, tu vois, qui dit, mais imagine, il y a quelqu'un de très connu qui décède le jour de la diffusion et ils font émission spéciale le soir même et ils annulent qui va te associer. Bah, vous passez pas? Mais oui. Et tu vois, donc t'as toujours ce truc de dire, putain, mais quel enfer, tu vois. Donc ouais, t'as toujours un peu ce stress de se dire, est-ce qu'on va passer, pas passer, on sait pas, on verra. Normalement, oui, tu vois, 95% oui, mais... On y croit. Et vous, qu'est-ce que vous attendez d'un coup de projecteur comme celui-ci? Alors ça, on sait pas. Ça, c'est marrant. Parce que on est une boîte qui est très B2B, qui fait un peu de B2C. L'essentiel des boîtes qui passent, c'est des boîtes B2C. Et les boîtes B2C qui passent, elles cartonnent tout, tu vois. Le plus gros succès, c'était l'an dernier. C'est une boîte qui s'appelle Dijo. C'est une boîte qui fait des probiotiques, tu vois, pour mieux digérer et tout ça. Ce qu'elles disent derrière, est-ce que c'est vrai? Je sais pas, mais j'imagine que oui. Si elles le disent, il n'y a aucune raison de mentir. En gros, l'année avant de passer à l'émission, elles faisaient 1 million de chiffre d'affaires. Là, elles ont fait 1 million de chiffre d'affaires en 3 semaines, tu vois. Donc, elles passent et pouf, elles vendent 1 million de probiotiques, tu vois. Enfin 1 million d'euros de probiotiques. On se dit, waouh, monstrueux. Ça donne le tournis. Ouais. Voilà, nous, on est très B2B, donc on a à peu près la certitude qu'on fera pas de vente très très peu le soir même, tu vois, parce qu'on a un panier moyen qui est à 1 000 euros, tu vois. Donc, je vois mal des gens à 22h dire, ok, je commande de la peinture, mais peut-être, j'en sais rien. Par contre, derrière, ce qu'on sait pas, c'est combien de rendez-vous on va avoir B2B comme B2C, tu vois. Parce qu'en fait, derrière M6, tu as aussi des gens de l'immobilier, tu as des gens qui sont patrons de je ne sais pas quelle boîte ou quoi que ce soit, des gens qui gèrent des patrimoines immobiliers. Donc tu peux avoir des demandes un peu de partout, en fait, on ne sait pas, tu vois. Donc on s'est préparé, tu mets en place un peu tout le process pour que ton site tienne le coup, dire ok, comment ça se passe, est-ce que les gens nous appellent, est-ce que les gens prennent rendez-vous, comment on met ça en place.
Maintenant, est-ce qu'on a la bonne stratégie et comment ça va se passer? Je sais pas. Tu veux dire que tu as mis en place aussi une hotline? On n'a pas mis de hotline, non. Mais un message sur notre répondeur me disant qu'on est sous l'eau et qu'on ne peut pas répondre et nous envoyer un email, tu vois, assez bêtement. C'est à peu près tout ce qu'on a fait. Je vais pas partir en vacances parce que ça passe... Pendant les vacances scolaires? Mais oui, bien sûr. mais oui, ma femme est ravie. Elle dit ok, bon on part pas en vacances. Enfin oui, ils partiront sans moi, je sais pas. Mais en tout cas, on s'attend globalement à avoir 2-3 semaines un peu chaudes, tu vois, avec potentiellement beaucoup de demandes. On va voir. Encore une fois, tu vois, le calme avant la tempête, c'est exactement le moment dans lequel on fait notre job du quotidien, tu vois, très bien. Et on se dit ok, dans quelques jours, ça arrive. Voilà. Et si jamais vous obtenez des fonds, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec ces fonds? Alors, qu'on ait des fonds ou pas de fonds, globalement, tu vois, je t'ai dit, on souhaite rester petit. Après, il y a un développement qu'on souhaite développer. On a 2 sujets. On a un sujet dont je t'ai parlé un peu déjà tout à l'heure, c'est la partie étanchéité, tu vois, produit, de dire on développe des nouveaux produits pour élargir la gamme. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc ça demande un peu d'argent, un peu de développement, ça c'est clair. Puis le deuxième sujet, c'est un sujet international, tu vois. On a de la demande de pays étrangers. Aujourd'hui, on la traite, quoi, mais on ne traite pas de façon très bonne, on va dire, comme on pourrait le faire en France. Et donc ça, on aimerait bien creuser, tu vois, l'international. Et là, il y a tout à faire, c'est-à-dire qu'il faut monter la stratégie, dire, ok, est-ce qu'on choisit un pays, est-ce qu'on choisit pas de pays, si on choisit un pays, quel pays on choisit. Donc ça demande du boulot, ça demande de la compétence aussi, enfin des gens qui ont déjà développé des boîtes à l'international, donc potentiellement des recrutements, ça pourrait se passer là-dessus, dire ok, on va prendre quelqu'un qui sait faire. Et puis intellectuellement, ça c'est marrant. Enfin, moi j'aime bien l'idée de bosser à l'international, tu vois. C'est toujours cool de bosser avec, je sais pas, des Espagnols, des Anglais, enfin tu vois, de parler une langue étrangère, de se déplacer potentiellement à l'étranger. C'est assez valorisant, je trouve, intellectuellement, donc c'est cool. Donc on va essayer de voir ça. Mais il faut aussi pas se planter parce que t'as le truc. T'as des boîtes qui existent, hein, qui le disent très clairement, qui disent on a failli couler notre boîte parce qu'on allait à l'international et qu'en fait on n'avait pas les reins assez solides pour le faire et ça peut mettre la boîte en péril. Donc on va essayer de faire ça intelligemment et se développer comme ça. Trop bien, on va suivre ça. J'ai une idée, mais vous y avez sûrement déjà pensé. Développer d'autres canaux de distribution comme des revendeurs, comme Merlin. Ouais, complètement. Ouais, ça, pour que ça devienne plus grand public. Ouais, ça on est déjà en discussion effectivement avec eux, tu vois, ça prend un peu de temps. Et puis tu as un peu des phases de test en fait à lancer. Enfin, en tout cas, nous on pousse là-dessus et on a envie de faire ça. C'est-à-dire qu'un exemple comme Leroy Merlin, tu vois, avant d'être référencé au national, c'est-à-dire on le fait dans un Leroy Merlin, on voit un peu si ça répond, si ça répond pas. Parce que des fois, tu as des conditions dans les grands groupes comme ça où ils peuvent te prendre énormément de produits d'un coup, et puis s'ils les vendent pas dans les 6 mois, ils te les redonnent, quoi. Enfin, dans les contrats, tu as plein de lignes là-dessus. Donc faut se méfier. Enfin, moi j'ai connu ça dans un job précédent, tu vois, où on avait une très grosse commande d'un revendeur, d'un distributeur, et puis derrière ils n'arrivaient pas à le vendre le produit. Bon, en fait, vous n'avez pas lu la ligne dans le contrat là. En fait, on peut vous le restituer sans frais. Ah bon, et tu te trouves avec un stock monstrueux. Donc faut faire les choses correctement, tu vois. Et quand tu es une petite boîte, faut être vigilant. Mais oui, clairement, ça peut être un sujet important. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à des entrepreneurs qui veulent se lancer dans cet univers? Oui, il y a plein de choses. Le premier conseil, soit dans cet univers ou quoi que ce soit, c'est il faut vendre comme jamais. Tu vois, il ne faut pas attendre de développer un produit miraculeux avant de vendre. C'est vraiment se dire, il faut parler de ce que tu fais tout le temps. Ça, c'est la base. Et puis, si par univers, tu entends le sujet, on va dire, écologique et environnemental, il y a souvent des boîtes qui vendent ça et qui pensent que l'argument uniquement écologique va suffire à vendre. Et en fait, c'est pas le cas. Globalement, on a beaucoup de nos clients qui achètent pour des raisons économiques, tu vois, de temps de retour sur investissement, de dire on fait des économies d'énergie, et du coup on a un temps de retour qui est de 3 ans, 4 ans, enfin qui est intéressant, et donc on y va pour ça. Et j'ai l'impression des fois de voir des boîtes qui vendent uniquement le truc RSE ou écolo derrière. Ça marchote, tu vois, mais on est tous drivés par l'économie et à un moment donné par le financier, tu vois, donc ouais, il y a quand même ce raisonnement aussi à avoir là-dessus, de dire bon, il faut des solutions qui soient intéressantes économiquement aussi pour tes clients, quoi. Voilà. Et on va terminer ce podcast par mes petites questions sur Nantes. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de travailler à Nantes? Alors plein de choses. Ce qui est chouette à Nantes, c'est que c'est une grande ville, donc tu as déjà pas mal d'opportunités, des gens qui sont forts, des compétences, tu vois, de personnes qui sont hyper intéressantes, tout en restant une ville à taille humaine où
tu peux croiser très facilement des gens. Les lieux de travail, c'est assez restreint. Moi, je fais énormément de vélo, donc en fait, Nantes en vélo, franchement, c'est facile. Et donc, en fait, tu te retrouves vite avec des gens que tu connais, donc tu crées vite, on va dire, des cercles de personnes avec qui tu peux travailler, avancer, ainsi de suite. Donc ça, c'est très chouette, tu vois. Enfin, j'ai très peu travaillé à Paris, donc je connais pas forcément ça, mais j'ai l'impression qu'à Paris, c'est peut-être pas forcément la même, parce que c'est très grand. Et c'est pas non plus Nantes, c'est pas une petite ville, donc t'es pas non plus dans le truc de dire waouh, je manque de compétences, je manque de personnes. Donc t'es un peu dans cet équilibre, toi, qui est hyper intéressant, de la grande ville où en fait, je sais pas, tu te balades le dimanche et tu peux croiser des gens avec qui tu bosses et te dire ok, bah, on se connaît, quoi. Donc t'as vite un effet village, entre guillemets, que tu peux avoir assez facilement. Donc ça, j'aime bien. Ça, c'est vraiment agréable, tu vois. La fluidité, enfin, tu vois, le truc un peu de travail d'équipe aussi, je trouve ça intéressant de dire ok, bah, on essaie de s'entraider, tu vois. Est-ce que c'est le cas dans d'autres villes, j'en sais rien, mais en tout cas, ce sentiment, toi, qui a été fait, j'ai l'impression, dans ce domaine, tu vois, par la cantine du numérique, il y a 10-15 ans, qui se développe. Là, maintenant, il y a le Palace. Enfin, tu vois, il y a différentes entités qui se développent aussi à droite à gauche. Franchement, enfin, tu vois, beau boulot, tu vois, il y a un truc assez intéressant qui se met en place. Ouais. Et si on s'intéresse au côté personnel, qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes ? J'aime me balader avec mes enfants. Tu vas où, Maxime ? Ça, c'est le papa Où est-ce qu'on te aigri. retrouve ? Non, mais il y a plein de choses. Bon, déjà, moi, je suis toujours impressionné à Nantes par l'accès à la verdure et à la nature que tu peux avoir très facilement. Moi, j'ai la chance d'habiter pas très loin de l'Erdre, et tu te balades le long de l'Erdre, et très vite, t'as plus aucun immeuble, et t'as plus grand-chose, et tu te retrouves dans un environnement hyper calme et hyper chouette. Moi, j'ai récupéré des vieux canoës de mon grand-père il y a quelques années. Donc j'ai la chance d'avoir des canoës dans mon garage. Et tu vois, par exemple, dimanche dernier, je vais faire du canoë. Tu vois, et donc j'étais avec un pote. Et on se dit, mais c'est fou, on est en plein centre de Nantes et on fait du canoë tu vois, sur l'Erdre. C'est juste royal. Les sorties, tu vois, il y a quand même plein d'activités culturelles, de voir des humoristes, des concerts, enfin plein de choses, tu vois, qui font que c'est très chouette. Culturellement, tu as quand même une identité nantaise qui est assez chouette aussi. Enfin, tu vois, c'était pendant le voyage à Nantes, là, un truc que j'ai adoré, tu vois, le disco foot, là, je sais plus comment ils appelaient ça, je sais pas si tu avais vu ça, le match de foot par des danseurs incroyables. C'est un match de foot où la règle, c'était tu es obligé de danser du classique pendant que tu joues au foot, et donc sur de la musique disco. Et ça, c'était vraiment c'était typiquement nantais, je trouvais. Enfin, il y avait un truc vraiment de dire, ok, c'est de l'art avec du divertissement et un espèce de pas de côté, tu vois, vraiment dire, on se prend pas trop au sérieux. Que moi j'aime, tu vois, il y a vraiment cet environnement qui je trouve très chouette. Et est-ce qu'il y a des adresses que tu recommanderais aux éditeurs de Rayon Nantes ? Ouais, alors, comme tu le sais, je te l'ai déjà dit et je l'ai répété, j'ai des enfants, donc les sorties se font moins. Alors, moi j'habite dans le quartier Saint-Donatien, là, donc je disais pas très loin de l'Erdre, on est très bien. Il y a un bar, resto, salle de concert qui s'appelle Belle de Jour, qui est ouvert il y a quelques années et qui est un peu notre lieu de rendez-vous maintenant avec les copains et ainsi de suite. Donc on adore, tu vois, c'est un peu notre lieu de rendez-vous qu'on aime beaucoup. Après, franchement, des restos et des bars, il y en a plein. On est allé à Vacarme il n'y a pas très longtemps. Bon, forcément, tout le monde connaît, c'est vraiment trop cool. Alors, tout près de chez moi, il y a un autre bar. Alors, lui, pour le coup, il est inconnu, c'est vraiment un petit bar de quartier. Mais franchement, ça vaut le coup, qui s'appelle Au Petit Joueur. Il a une spécificité, c'est qu'il a une piste de boules nantaises à l'intérieur. Donc, c'est un immense truc, tu sais, un espèce de gros terrain de pétanque, mais avec un terrain recourbé. Et c'est marrant. Je te dis pas que j'y joue toutes les semaines. Et d'ailleurs, j'ai dû y jouer une fois dans l'année, mais c'est assez marrant. Enfin, tu vois, tu te retrouves là-dedans, tu dis, ah tiens, ça aussi, c'est un truc nantais qui n'existe nulle part ailleurs, tu vois. Donc, voilà un peu les adresses qu'on peut faire, tu vois. Après, j'ai des noms très classiques en tête, tu vois, Magma, mais tout le monde connaît, donc c'est nul. Mais voilà. Ouais, mais c'est bien aussi les citer. Mais écoute, merci beaucoup, Maxime, merci à toi, pour le temps que tu nous as offert aujourd'hui. Puis on va suivre l'émission qui va être Mon Associé. Donc, le 21 février, on regardera ça et puis on suivra la suite de vos aventures. Yes, merci beaucoup. Bonne journée, Maxime. Salut. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir Rayon Nantes, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.